Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, pour lancer la saison 3 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Oiseau. Catherine est autrice dans le vaste champ de l'imaginaire, passant d'un genre à l'autre, de la fantasy au steampunk. Sa passion pour l'écriture l'a également conduite à cofonder Hydralune, une maison d'édition associative, et elle s'est passionnée pour les arts martiaux européens, une compétence qui enrichit ses textes. Elle partage aussi sa vision de l'écriture sur une chaîne YouTube qui commence à prendre de l'ampleur et qui est assez passionnante. Donc bonjour Catherine, bienvenue. Bonjour et puis merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir papoter et discuter d'écriture. Là, je viens de parler un peu de ton parcours. Donc, t'as déjà écrit beaucoup de textes. Donc, ton parcours est vraiment impressionnant. On a l'impression aussi que t'es vraiment passionné par cette communauté de l'imaginaire et que tu donnes beaucoup avec cette maison d'édition. Comment tu fais et même la vidéo, comment tu fais pour être si productif? T'es hyper organisé, t'es hyper carré? Oui, je suis très très organisée dans mon travail. Je travaille très vite. En général, j'ai remarqué que je travaillais plus vite que la moyenne et je suis hyper organisée. Donc, ça me permet de pouvoir mener pas mal de projets de front sans me perdre. Et bon, un des avantages que j'ai en écriture, en plus, c'est que je suis une écrivaine plutôt architecte. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas, globalement, il y a deux grandes familles d'écrivains. Les jardiniers, donc, qui vont avoir une idée, mais pas forcément de plan et qui se lancent un petit peu à l'aventure. Et les architectes qui ont besoin d'avoir un plan construit pour écrire. Et du coup, voilà, moi, c'est des méthodes d'architecte que j'applique aussi à l'écriture de fiction, mais aussi à tout le reste, donc notamment pour tout ce qui est vidéo, tout le travail au niveau du blog et tout le travail au niveau d'Hydralune. C'est une question que je pose souvent parce que ça donne un cadre et ça permet d'avoir qu'est-ce qui t'a motivé et poussé à l'écriture. Comment tu as commencé dans l'écriture? Comment tu t'es retrouvé Moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans quand j'étais en première ou en terminale. Je m'ennuyais, tout simplement, parce que j'étais dans une classe où il y avait des niveaux extrêmement disparates et les profs devaient prendre beaucoup plus de temps pour expliquer des choses à ceux qui avaient un peu plus de mal. Et du coup, j'ai commencé à prendre l'habitude. Je dessinais déjà pas mal dans les marges de mes cahiers et puis j'ai commencé à écrire. Et en fait, ça m'a plus quitté. Oui, c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont commencé jeunes, en fait, très jeunes. Oui, et puis quand je discute un petit peu à droite à gauche, le côté je m'ennuyais en cours et j'ai commencé à écrire, ça revient très souvent. Bon, écoute, c'est un début, on va dire presque classique pour un auteur. Et après, j'ai vu que, alors, je suis allé sur ton site, j'ai parcouru ton site, là. J'ai commencé par cliquer sur la nouvelle, parce que c'est le format que j'adore. Alors bon, j'avoue qu'il y a une petite déception, j'ai cliqué sur un texte dont le teasing était alléchant, des chats et des enfants, fantaisie anti-gamin et anti-chat. Bon, il y avait pas le texte derrière, mais bon, j'ai passé cette déception et j'ai vu qu'on pouvait te lire dans des nombreux recueils de nouvelles. Comment ça s'est passé? T'as commencé par écrire des nouvelles? Est-ce que t'as soumis des appels à texte? Au départ, en fait, j'ai vraiment commencé avec des romans comme beaucoup de jeunes auteurs. J'en parlais avec une de mes vidéos. J'ai commencé par une série longue. Probablement un truc en 14 tomes que, bien évidemment, je n'ai jamais fini. Et après, j'étais restée sur le roman et il y a un moment, je me suis rendu compte qu'au niveau écriture, j'avançais pas bien, j'évoluais pas. Et j'ai commencé à regarder des articles sur l'écriture, des podcasts, notamment le podcast Writing Excuses, parce que quand j'ai commencé à m'y intéresser il y a pas loin d'une dizaine d'années maintenant, c'était une des seules sources qu'on avait, et il conseillait dans un épisode d'essayer d'écrire des nouvelles, disant que c'était un autre format que le roman, que finalement ça permettait de développer d'autres compétences d'écriture qui allaient pouvoir être utiles pour le roman. Et donc j'ai tenté, parce qu'en plus je m'étais dit, voilà, moi je suis une jeune autrice, globalement je suis pas hyper intéressante pour les maisons d'édition. Par contre, si j'arrive à publier quelques nouvelles, ça peut être pas mal pour démarrer. Et je me suis quand même
bien prêté à l'exercice et ça m'a vraiment plu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à répondre à des appels à texte et que j'ai rencontré l'équipe d'Eterval, donc qui est un magazine qui a publié mes premières nouvelles. Et finalement, les personnes d'Eterval, je me suis mise à collaborer beaucoup avec elles et c'est avec des personnes d'Eterval qu'on a fondé Hydralune. Oui, c'est la suite. Voilà. La suite du projet. Ok, très bien. C'est logique. On te retrouve aussi, alors c'est aussi comme ça que je t'ai connu, on te retrouve dans le projet avec Pierre Pével oui. Autour du Paris des Merveilles, donc j'ai déjà interviewé ici Benjamin Lupu notamment. Comment ça s'est passé pour toi ce projet de ce point de vue-là? J'ai vu passer l'appel à texte sur Facebook, sachant que moi je suis une grande fan du Paris des Merveilles. De base, c'est vraiment une série de romans que j'adore, c'est un univers qui me parle énormément. Parce que voilà, je suis au quotidien, j'ai un look un peu victorien, steampunk, donc forcément voilà, le Paris des Merveilles, ça me parle beaucoup. Et au départ, je m'étais dit ouais, je sais pas, je suis pas sûre, je pense pas être prise. Et j'ai plusieurs copines qui m'ont un peu tannée en disant si, allez, faut que t'essayes, c'est bien ton univers. Et ça, je m'en rappellerai toujours. C'était lors d'une démonstration, j'étais en démonstration d'escrime aux Journées du Patrimoine, et je regarde mon téléphone pour regarder l'heure qu'il était. Et là, je vois le message de Pierre Pével disant que j'étais retenue pour l'anthologie. Donc ça, c'était génial. Grosse satisfaction. Ah oui. C'est ton premier grosse publication, en fait, ta première grosse publication? Ouais, dans une grande maison d'édition qui, l'avantage c'est que là, je l'ai vu chez Bragelonne, c'est une maison d'édition qui est très très bien diffusée, donc l'anthologie, elle a été partout en librairie. J'ai plein de copains, de copines ou de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux qui m'ont envoyé des photos en disant on a vu le bouquin dans telle librairie, donc ouais, ça c'est vraiment chouette. Ok. Et comment ça s'est passé avec Pierre Pével? Je sais que Benjamin Lupu avait dit qu'il avait beaucoup appris au contact de Pierre Pével dans les échanges. Toi, t'as eu la même... Oui, énormément. Enfin, c'est déjà... c'est quelqu'un qui a une imagination qui est absolument phénoménale, qui est très très pédagogue dans sa manière de faire des commentaires, qui est très rigoureux aussi dans sa manière de travailler. Donc c'était super intéressant. Et moi en fait c'était la première fois finalement que je plaçais un texte avec juste le synopsis. Donc ce qui se passe c'est que mon synopsis de base avait été accepté, mais avec des corrections. Donc il y a eu une navette avec Pierre Pével pour retravailler ce synopsis, et une fois qu'on était au clair, et du coup j'ai plus eu à écrire entre guillemets, avec après une autre navette pour ajuster quelques détails, puis les dernières corrections de forme, de grammaire, d'orthographe, etc. Donc c'était super intéressant comme manière de travailler, d'avoir vraiment toute cette phase extrêmement poussée au niveau du synopsis, parce que quand j'écris avec un de mes synos pour moi-même, il va être développé, mais pas autant, parce que, il a pas à être compris par quelqu'un d'autre que moi-même, globalement. Je sais pas si ça fait sens. Oui, ça fait sens. Oui, je vois, et puis j'ai l'impression que le synopsis évolue souvent pendant l'écriture, quand c'est ton synopsis personnel de travail, tu vas avoir plus tendance à le faire évoluer, alors que là, si tu l'as soumis à quelqu'un, tu te sens un peu plus engagé pour le respecter, peut-être. Ouais, c'est exactement ça. Je sais que quand j'écris les synopsis pour mes romans, il y a des moments où je sais, par exemple, que les personnages vont aller d'un point A à un point B. Je sais pas trop comment, je sais pas trop ce qui va leur arriver, et ça, c'est une marge de manœuvre que je me laisse à l'écriture. Là, finalement, de devoir écrire en plus dans un univers qui à la base est pas le mien, ça impliquait de devoir être très rigoureux, donc vraiment de détailler tous les points et de réfléchir en amont à tout ce qui pourrait poser problème, ou tout ce qui finalement il n'y avait pas vraiment de zone d'ombre dans le synopsis pour quelqu'un d'autre, alors que je m'en laisse quand c'est pour moi, parce que voilà, c'est ma manière de procéder. Oui, je ressens aussi ça, dans le sens où tu as un peu tu sais que tu as des portes d'entrée qui sont mises auparavant dans le texte que tu vas pouvoir utiliser à un moment ou à un autre, et tu sais pas forcément exactement quand tu vas
utiliser cette carte-là, mais voilà, tu sais qu'elle va venir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est mon petit côté jardinier, même si je suis architecte, c'est qu'il y a des choses que je découvre à l'écriture. Oui, je crois qu'il y a souvent un aller-retour entre, voilà, ce qui semblait bien dans le synopsis peut paraître trop plat, peut-être quand tu l'écris, ou qu'il y a besoin de plus d'énergie, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu participes finalement à beaucoup d'appels à texte, toi? J'y participais à beaucoup d'appels à texte. C'est surtout de 2012 à 2015, j'en faisais beaucoup. Parce que j'étais dans une optique où je me disais qu'il fallait que je me forme. Donc finalement, participer au plus d'appels à texte possible, ça me forçait à écrire sur un thème donné, avec un nombre de signes donnés et une deadline. Donc finalement, pour moi, c'était intéressant de me confronter à ces contraintes-là. J'en fais toujours des appels à texte, mais moins pour des raisons purement matérielles. C'est que là, j'ai beaucoup d'autres projets à côté que je n'avais pas à l'époque et que du coup ça prend beaucoup plus de temps, et j'ai changé de travail, et avant j'étais en logement de fonction, donc je n'avais pas de transport en commun, et là mon travail actuel, j'ai à peu près 1h30 de transport tous les jours, donc ça fait 1h30 en moins pour faire des choses. Oui, forcément. Là, on a parlé beaucoup des nouvelles, mais tu as aussi des projets de romans et de séries. Alors, oui. J'ai l'impression que c'est bien ça, que tu as commencé par La Ligue des Ténèbres, c'est ça, une série steampunk. Alors, j'ai vu qu'il y avait 3 saisons. Oui, c'est ça. Mais que tu avais choisi quand même le format feuilleton, c'est-à-dire de pouvoir, j'imagine, diffuser au fur et à mesure les épisodes. C'est exactement ça. En fait, au départ, j'ai commencé en auto-édition et je publiais en numérique. Donc, je commençais en mars jusqu'à décembre et je publiais un épisode par mois. Donc voilà, je l'ai fait sur 3 ans, et vu que ça a quand même plutôt bien marché, que assez rapidement j'ai eu des bons retours, des gens qui ont bien aimé, que j'ai en plus à côté de ça, j'ai commencé à faire des salons avec l'équipe d'Eterval. J'ai eu envie d'avoir un livre en papier que je puisse présenter en salon. Donc du coup, j'ai fait des intégrales numériques et papier pour ces saisons-là. Mais oui, au départ, c'est vraiment un feuilleton, donc il y avait un épisode tous les mois. Donc ça voulait dire que chaque mois, il fallait que mon épisode soit prêt, soit corrigé, qu'il soit mis en ligne, que j'ai la couverture, que j'ai tout ce qui était 4e, enfin voilà, tout ce dont j'allais avoir besoin pour communiquer sur les réseaux sociaux, il fallait que ce soit prêt. Okay. Et donc du coup, oui, t'étais vraiment au fur et à mesure, quoi. C'était en flux tendu, c'est-à-dire que t'avais pas d'avance. Ouais. J'avais un peu d'avance. En général, j'essayais de me dire que quand je publiais un épisode, le mois où je publiais l'épisode, il fallait que le suivant soit en correction. Enfin, en dernière correction, orthographe, grammaire, etc. Et que les 2 d'après soient eux aussi en phase de correction. Donc, ce que j'ai fait, j'ai beaucoup utilisé des défis comme le NaNoWriMo. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un défi d'écriture tous les mois de novembre où, globalement, on se donne un mois pour écrire un roman de 50 000 mots. Donc, grosso modo, une centaine de pages Word. Et du coup, j'ai pas mal utilisé les NaNoWriMo pour écrire ma saison au complète, pour après, entre guillemets, ne plus avoir que le travail de correction, de réécriture. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir une équipe de relecteurs de choc qui ont répondu présent et qui ont toujours été là quand il a fallu que je corrige, quand j'avais des choses à leur demander sur une scène ou sur un épisode, pour avoir leur avis. Donc ça, je me rends compte à quel point c'est précieux. D'accord. Et ça, est-ce que t'as ressenti aussi le besoin parfois de changer en cours de route en fonction du retour des lecteurs, ou comment? Ouais, c'est arrivé sur principalement la saison 3, parce qu'en plus il y avait des enjeux narratifs et des enjeux émotionnels, vu que c'était la fin de la saison et la fin de la série. Donc je sais qu'il y a un épisode qui avait été complètement réécrit parce que j'avais eu des retours de mes lecteurs qui disaient que ça marchait pas, que au niveau des thèmes et de la structure, il était trop semblable à un épisode de la saison 2. Donc finalement, voilà, j'avais utilisé leur correction, j'avais réécrit
écrit. Et après, j'avais beaucoup de scènes sur les 3 derniers épisodes qui vraiment, là, s'enchaînent et forment la conclusion de la série, où là, j'avais beaucoup de choses que j'avais retravaillées en fonction de mes lecteurs. J'avais exploré, on avait parlé de Rocambole sur le podcast et j'avais exploré ce format-là de série. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente, ce format de revenir au format série ou pas? Ça tombe bien qu'on en parle. J'ai une série qui va sortir bientôt chez Rocambole. Ça va s'appeler Lazarus. Donc l'idée de départ, en fait, c'est qu'on a trouvé une technologie pour réanimer les morts et les renvoyer au boulot. Et on va suivre une jeune femme qui travaille pour Lazarus, justement, qui est envoyée superviser un chantier sur le port de Dunkerque et qui va tomber sur son ex-petite amie de lycée avec qui, elle avait rompu et perdu de vue et qu'elle le retrouve sous la forme d'un réanimé. Ok, le pitch est alléchant. Donc oui, non, Rocambole avait fait un appel pour des auteurs rejoindre finalement ce qu'ils appellent la fabrique, donc leur vivier d'auteurs. J'ai été candidatée et le profil intéressé, donc j'avais soumis cette série-là qui a été retenue. Donc on a eu énormément de retravail parce qu'au départ j'avais ce concept et donc il a fallu vraiment le développer, l'adapter au format feuilleton qui a surtout sur la plateforme il y a vraiment des contraintes de taille, de style. Il faut que le premier épisode soit accrocheur. C'est des épisodes qui sont très courts, qui sont beaucoup plus courts que ce que je faisais pour la Ligue. Donc là, c'était aussi hyper intéressant parce que finalement, c'est encore un format différent. C'est pas tout à fait comme le roman. On retrouve des techniques qu'on peut utiliser du roman, il y a des techniques de la nouvelle, mais il y a aussi des choses qui sont vraiment propres au feuilleton. Donc pareil, c'est super intéressant de se reformer à ce nouveau format et de réaliser que c'est un peu effrayant quand on le réalise, mais en fait on ne sait jamais totalement écrire, on est toujours en apprentissage. Donc c'est effrayant de se dire oh là là, mon Dieu, je ne serai jamais un maître, un dieu de l'écriture, mais en même temps, pour moi qui ai toujours besoin d'apprendre et toujours besoin de tester des nouvelles choses, c'est cool, ça veut dire qu'il y a toujours moyen de faire autre chose, de se renouveler et que comme ça on s'ennuie pas. Très bien, c'est vrai que moi j'ai fait dans ma lettre hebdo, j'ai fait ça fait 2 étés de suite que je fais une format un peu série, donc un épisode un peu en flux tendu parce que j'ai l'idée générale mais j'ai pas la trame, le texte complet d'une semaine sur l'autre, et c'est vrai que c'est assez. Alors là, j'imagine que t'as tout à l'avance parce que c'est ce que veut Rocambole et pouvoir le calibrer. Mais j'aime le fait de pouvoir avancer en disant ça c'est fait, c'est tiré et il faut jouer avec les contraintes qu'on a placées avant et on n'a pas d'autres cartouches. Si on n'a pas mis assez d'énergie avant, on se trouve un peu coincé quoi. Donc c'est assez intéressant comme format. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ça force à aller à l'essentiel, de se dire, les romanciers, on a vite tendance à mettre des fioritures, à des fois se perdre un petit peu, mettre des choses qui nous plaisent mais qui servent pas forcément l'histoire. Et c'est ok dans un roman parce que finalement il y a la place et quelque part les digressions ça fait partie du charme. Sur un format beaucoup plus court comme de la nouvelle ou du feuilleton, en fait on peut pas. Il faut vraiment rester sur aller à l'essentiel et ne garder que ce qui sert l'intrigue et les personnages. Et ça c'est très simple à dire mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Je lirai avec curiosité ta série. Alors oui, sur les romans, tu as fait une autre série qui s'appelle Kéris. Et donc le pitch m'a intrigué parce que tu appelles ça une comédie de steampunk Lovecraftien. Donc tout à fait. Lovecraft, ça paraît c'est un choc un peu violent. Oui. En fait, c'est une idée qui est née à un moment où je lisais pas mal de webcomics et il y en a un que j'aimais beaucoup, c'est Unspeakable Vault of Doom, qui reprend le mythe de Cthulhu mais de manière un peu humoristique avec des cultistes qui font tout le temps des conneries et qui finissent par se faire bouffer par Cthulhu. Enfin, plein de petites blagues et ça m'avait bien plu. Et je m'étais dit, mais est-ce qu'il y a moyen vraiment de faire un roman qui soit une comédie Lovecraftienne ?
Et j'avais commencé à travailler dessus. Au départ, j'étais plus partie sur une idée plus SF. Et en fait, c'est le moment où j'étais pas mal investie dans le forum steampunk.fr, où je cousais beaucoup de fringues, où j'avais commencé à faire mes premières conventions. Et je me suis dit, mais en fait, du Lovecraft et un univers plus 19e, ce serait cool. Et c'est comme ça que j'ai développé cet univers. Et finalement, en fait, le mélange passe très très bien. Oui, c'est une belle idée, effectivement, c'est alléchant. Moi, ce que ça m'évoque une série que je regarde en ce moment qui s'appelle Lovecraft Country, oui, qui est très bien. Ouais, qui est assez bien faite et qui modernise pas mal l'approche Lovecraftienne en la plaçant dans les années 50-60. Donc assez intéressant. C'est une manière de traiter du racisme américain qui est assez intéressante. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette série. Je trouvais qu'elle était vraiment originale, elle était très prenante et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est quelque chose auquel je suis très attachée, c'est le fait qu'il y ait des personnages féminins extrêmement forts. Parce que globalement, voilà, on a Tic qui est le descendant masculin, qui a les pouvoirs magiques, mais finalement autour de lui, celles qui sont moteurs de l'intrigue, c'est les personnages féminins très clairement. Dans ce cas-là, je pense que tu peux, je sais pas si tu as vu la série HBO aussi, qui est de Mary of Easttown, qui est plus une série policière. Non, j'ai pas vu, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vue, celle-là. Et en fait, c'est une série, je pense qu'il va te plaire parce que c'est vraiment taillé de A à Z pour les personnages féminins. Donc, tous les personnages masculins cool. sont vraiment des faire-valoir et je pense que ça va te plaire. Je note. Et donc, Kéris, donc tu as fait 3 tomes là, 3 tomes sur le... Oui, la série est complète. Ouais, la série est complète. Et donc, tu te retrouves aujourd'hui à commencer une nouvelle série, Hayden Jones. Oui, là, j'ai eu des nouvelles à ce sujet, ça tombe bien. Donc, après avoir fait Kéris, j'ai écrit un roman pas vraiment steampunk, plus fantasy victorienne, qui s'appelle Hayden Jones. Donc, au début, ça avait commencé comme une nouvelle, précisément pour un appel à texte fantasy victorienne. Et j'avais commencé à l'écrire, je me rappelle, en vacances en Islande. Et quand je suis revenue, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop long pour l'appel à texte et que finalement l'univers et les personnages me plaisaient beaucoup et que j'avais matière à faire quelque chose de beaucoup plus riche. Et du coup, j'ai développé ça en roman. Et donc Hayden Jones, ça se passe dans un Londres alternatif où en fait il y a eu une rencontre avec les fées qui s'appelle la Jonction, mais qui s'est très mal passée. Il y a eu une guerre entre les féeriques et les humains. Et fin 19e, tout ce qui reste des féeriques, c'est les petites créatures qu'on appelle les critters, donc de la vermine. C'est des petites fées, des gnomes, des lutins qui pullulent dans Londres et qui sont chassés. Et on va suivre un jeune garçon, Hayden, qui est chasseur de critters et qui va, avec une jeune fille de la noblesse, essayer, se retrouver à explorer un petit peu les souterrains de Londres et à se rendre compte que, en fait, ce qu'il pensait savoir sur les critters, c'est probablement pas la vérité. Donc moi c'est un roman qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il a des thématiques finalement d'ouverture à l'autre, de tolérance et d'humanisme qui me sont assez chères. Je suis très contente parce que c'est un roman qui a remporté le prix des auteurs inconnus. Donc c'était vraiment une grande consécration. C'est un prix, donc c'est pour des jeunes auteurs ou c'est... Non, c'est des blogueurs qui ont fait un prix pour essayer de promouvoir les auteurs auto-édités ou les petites maisons d'édition, donc comme Holu qui publie Hayden Jones. Et donc tous les ans, il y a des catégories. Je crois qu'il y a romance, il me semble qu'il y a policier, il doit y avoir littérature blanche et imaginaire. Et donc l'an dernier, c'est moi qui ai remporté pour la catégorie imaginaire. Bon, et ça, je suis très 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 contente. Donc voilà, le premier tome a bien marché et là justement j'ai reçu les dernières corrections du tome 2 pour l'éditrice. J'ai vu la nouvelle couverture et elle va être top. Donc donc ça c'est pour la fin d'année, c'est ça? Oui, techniquement ce sera pour octobre. Et le tome 3 a été écrit au cours d'un camp NaNoWriMo, donc pendant un été.
Et je l'ai corrigé cet été, et là, il est parti en correction chez Merlecteur. Donc, je pense profiter de mes vacances de Toussaint pour essayer de retravailler ça pour pouvoir envoyer à l'éditrice. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actualités qui arrivent pour toi. Oui. Ouais. Bah, surtout que là, j'ai aussi un autre roman qui va sortir chez Voyelle. Ah. Voilà, donc... Sur quel thème, si tu peux Alors, c'est de la romance SF. Donc, Okay. on essaie un nouveau genre. Ça se passe très très loin dans le futur. En fait, on va suivre une jeune archéologue qui s'appelle Rena, qui étudie les Lyris. Donc, les Lyris, c'est une race de précurseurs qui a essaimé dans toute la galaxie, qui a disparu sans laisser de traces, mais qui a laissé un certain nombre de vestiges. Et donc, elle est archéologue en fin d'études. Avec son mentor, elle se rend sur une planète où un tremblement de terre a mis au jour des ruines Lyris. Et elle va se retrouver avec un artefact Lyris qui un peu lui saute dessus et s'implante en elle. Sauf que l'artefact est convoité par des mafieux, et donc elle va se retrouver toute seule sur la planète avec les mafieux aux trousses. Et elle va faire alliance avec un humain qui vit là et qui va l'aider à essayer de se tirer d'ennui. Donc c'est un roman, voilà, SF space opéra avec une bonne partie romance et plutôt aventure et action. Oui, ça fait vraiment beaucoup. Ouais. Bravo. Là c'est bien, c'est. Ouais, là ça va. Bon, il va y avoir de la matière, tu vas pouvoir communiquer abondamment sur les réseaux sociaux, etc. Tout à fait. J'avais l'impression que le public de tes romans, il y en avait une partie en tout cas qui visait un peu une audience plutôt jeune, young adult. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce que tu cibles volontairement cette audience-là, ou c'est un peu le hasard qui t'a amené? Alors, pour Hayden Jones, oui, c'est voulu. Je voulais écrire un roman qui puisse être accessible globalement à partir de 13-14 ans. Parce que je me rends compte qu'en fait, j'aime bien les ados. C'est peut-être parce que j'en côtoie pas, je suis pas prof, j'en côtoie pas, que j'en ai pas à la maison, mais je trouve très intéressant de voir finalement que c'est l'âge où la personnalité, le caractère sont vraiment en formation. Ils se posent énormément de questions sur le monde, sur la société, et moi je trouve intéressant finalement d'écrire des histoires qui en même temps vont permettre de s'évader et qui vont faire réfléchir. Et donc ouais, là pour Hayden Jones, pour le coup vraiment je voulais quelque chose qui soit accessible. Et pour la Ligue des Ténèbres, en fait, je me suis rendu compte au fil des salons que moi au départ je l'avais écrit pour des adultes pensant que ça n'allait intéresser que des adultes, et en fait non, ça intéresse aussi les plus jeunes. J'ai eu pas mal de lecteurs, pareil, de 13, 14, 15 ans, qui regardaient, qui aiment bien finalement le côté geek, parce que voilà, la Ligue des Ténèbres, il y a une trame steampunk, mais c'est très très geek, vu que chaque épisode se déroule dans un univers différent, et que chaque univers va faire référence à une branche de l'imaginaire. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui parle énormément aux jeunes, et il y en a beaucoup, du coup, qui disent que ça leur a donné envie de découvrir des séries, des films, des mangas. Et ce qu'ils aiment bien en plus, c'est que moi finalement je mets la culture classique que j'ai eue grâce à mes études de littérature et finalement la culture plus populaire. Pour moi, il y en a pas une qui est supérieure à l'autre. C'est juste qu'il y a des choses qui vont plus ou moins parler en fonction des affinités, des sensibilités et du vécu. Et donc dans la Ligue des Ténèbres, vous allez à la fois avoir des références à la littérature gothique du 19e que des références à Stargate et Buffy. Oui, donc tu te fais plaisir, voilà, tu mets ce que t'aimes dedans et ça fonctionne, ça fait un cocktail. Complètement, voilà. Du coup, ça parle aux gens parce que tout le monde y trouve quelque chose, tout le monde y trouve des références. D'accord, super. T'as évoqué un petit peu l'Hydralune comme le prolongement de cette maison d'édition. Comment ça marche? Qu'est-ce que vous faites dans cette maison d'édition, dans une maison d'édition associative? Quel est le principe? En fait, on est une association loi 1901. Le principe, c'est que les auteurs restent propriétaires des droits intellectuels de leurs textes. Donc, si jamais ils ont une proposition par une maison d'édition, voilà, ils sont libres de la prendre.
mais on met en commun les savoirs parce qu'on s'est rendu compte déjà que on se relisait les uns les autres, qu'on travaillait déjà ensemble pour tout ce qui était bêta lecture, finalisation du texte. On s'est rendu compte qu'on avait tous des forces, des faiblesses, des choses avec lesquelles on était plus ou moins à l'aise et du coup on a mis nos compétences en commun. Je sais que moi par exemple quand je dois faire la maquette d'un livre, c'est pour moi c'est une torture. J'aime pas InDesign, je trouve ça compliqué, pas intuitif, voilà, je galère. Par contre, Andrea Deslac, donc qui est une des fondatrices d'Etherval, qui a fait une quantité de maquettes sous InDesign avec Etherval, voilà, elle gère. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise qu'il y a quelques années avec les réseaux sociaux. Donc, je gère une partie de la communication Hydralune, notamment sur Twitter et un petit peu Instagram. Donc, comme ça permet vraiment de se mettre en commun nos forces pour pouvoir avoir quelque chose ensemble. Et on s'est aussi rendu compte que finalement, on avait des romans qui avait la même ligne éditoriale qui ne convenait pas aux éditeurs chez qui on envoyait, c'est-à-dire qu'on est vraiment spécialisé dans les romans complètement à la croisée des genres. Comme tu disais, pour Kéris, moi c'est une comédie de steampunk Lovecraftien. Et globalement, les retours que j'avais eu des éditeurs, c'était ouais, mais c'est bien, mais ça ne rentre pas dans nos collections. Pareil, Julie Limoges, donc qui est une des fondatrices d'Hydralune, elle a une série qui est à mi-chemin entre le post-apo et la dark fantasy. Andrea Deslac, elle a, avec sa série Heaven Forest, quelque chose qui va mélanger les codes du roman policier anglais type Agatha Christie, avec de la grosse fantasy épique, un peu style RPG japonais, le tout dans un univers qui va mélanger urban fantasy, steampunk et dieselpunk. Et quand on lit, c'est extrêmement cohérent parce que voilà, elle a beaucoup travaillé son univers, ses personnages, mais pour des éditeurs, c'est compliqué, puis sachant que c'est des séries longues, c'est un gros risque financier. Or là, finalement, nous, ça nous permet de faire exister des œuvres qui nous tiennent beaucoup à cœur et finalement, c'est nous qui prenons le risque pour notre œuvre, donc on est d'autant plus motivés pour essayer de la mettre en avant. Oui, c'est une belle manière aussi de promouvoir un autre versant de l'imaginaire. Qui est pas servi en fait, qui a pas de d'éditeur pour pousser sur ce marché, donc ça complète en fait, ça complète le panel. C'est exactement ça. Puis nous finalement ça nous permet de sortir des titres qui sortent vraiment des sentiers battus, qui ne vont pas avoir forcément un écho grand public, mais qui vont peut-être trouver leur lectorat. Ça prendra du temps, voilà. Et le problème, c'est que maintenant, avec la surproduction des bouquins, c'est devenu très très difficile pour un livre de durer sur le long terme. Surtout en librairie, on est sur la table des nouveautés. Un mois si ça se passe bien, mais sinon on est très très vite remplacé. Et nous finalement, ça nous permet de sortir des titres. On se dit c'est une série longue, ça va peut-être commencer à marcher, à trouver son public au bout du 4e, du 5e tome, mais c'est vraiment des histoires qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie de sortir et de publier. Oui, c'est la définition de l'écriture dans le versant aussi. Laisser l'auteur dire ce qu'il a à dire et se faire plaisir sur ce qu'il a envie de raconter et sur ce qu'il sans se forcer à rentrer dans des cases, quoi. Oui, tout à fait. Je sais que moi j'ai des projets où je sais que ça va intéresser des maisons d'édition parce que je connais un peu maintenant à force, je connais les lignes éditoriales, les catalogues, donc je sais qu'il y a des projets que je vais pouvoir envoyer. Par contre, il y en a d'autres. Là, j'ai un manuscrit qui est à l'étude chez Hydralune parce que il a pas trouvé preneur chez des éditeurs, parce que à nouveau c'est quelque chose qui est assez atypique. J'ai un monde de fantasy très urbain et j'ai 5 personnages principaux. Chaque personnage va avoir son histoire, mais les 5 histoires vont se recouper. Oui. Donc voilà, ça, les retours que j'ai eus, c'était que globalement, c'était un peu trop complexe et trop gros en termes de taille pour un éditeur. Okay.
C'est aussi ce que j'avais entendu aussi sur, par exemple, la littérature plutôt jeunesse, où ça fait un peu peur aux éditeurs maintenant qu'il y a une inflation de la taille des romans jeunesse, c'est des risques de plus en plus gros, et voilà, il y a une divergence un petit peu. Oui, ça, je peux le comprendre très honnêtement, parce que un roman plus gros, ça va coûter plus cher à produire, ça va coûter plus cher à corriger, vu que les correcteurs sont payés au nombre de mots, de mémoire. Ça prend plus de place dans les rayonnages, ça prend plus de place sur les tables. Et quelque chose que nous, on a compris un peu dans la douleur en faisant des salons, c'est que plus le roman il est gros, plus il va être lourd à porter. Et voilà, quand on a trimballé le stock, il y a des moments où on s'est dit non, les romans de 800 pages, non, plus jamais. Ouais, il y a un côté pratique, hein. C'est ça qui est bien quand on met les mains dans le cambouis, dans l'édition, voilà. Ouais. Ah oui, là, la fois où j'ai été au Salon Fantastique de Paris, où j'ai trimballé pas loin de 30 kilos de bouquins dans ma valise, donc dans le TGV, puis après dans le métro, j'ai senti ma douleur. Je comprends. Oui, c'est là où on se rend compte que dans le métro parisien, en fait, il y a beaucoup d'escaliers. Oui, c'est vrai. Et pas beaucoup d'escalators pour. Non. Là, j'ai eu une petite pensée pour tous les gens en poussette, en fauteuil, ou tout simplement les gens qui ont un petit peu de mal à se déplacer. Je me dis qu'au quotidien, ça doit vraiment pas être évident. Un des sujets que tu pousses là en essayant de développer le domaine de l'imaginaire, c'est ta chaîne YouTube. Donc Oui. Tu donnes des conseils d'écriture, mais ça va au-delà. Alors il y a un peu deux parties, mais ça va au-delà des bases, parce que tu trucides aussi des idées reçues ou des. Je me souviens de l'épisode sur l'archétype de la guerrière, où tu t'es un peu lâché. Donc ouais, c'est assez rigolo et intéressant. Qu'est-ce que tu vois? J'ai vu que tu planifiais une nouvelle saison. Qu'est-ce que tu vois pour le futur de ta chaîne? Alors pour la saison 2021-2022, je vais continuer les vidéos plus, on va dire, technique d'écriture, donc essayer de faire des points sur en gros comment on écrit un dialogue, comment on écrit une description. Je vais continuer aussi les vidéos un peu plus méta et organisationnelles, comme j'en avais fait sur les architectes, les jardiniers, ou comment on fait si on veut écrire dans les transports en commun. Je vais continuer les vidéos sur le thème de l'escrime, parce que voilà, comme tu le disais, moi en fait je suis pratiquante d'escrime historique. Donc avec mon mari, on travaille sur des traités d'escrime du XVIe siècle, et on essaie de retrouver les techniques de l'époque. Et en fait ça m'a énormément influencé dans ma manière d'écrire les combats, l'escrime, parce qu'il y a énormément d'idées reçues qu'on a, notamment de la télévision, du cinéma, mais pas que. Et en fait ça je m'étais rendu compte en ayant discuté sur des forums où des fois je me suis beaucoup énervée parce que non, il y a un moment, faut arrêter d'écrire des décapitations à la rapière, ça ne marche pas. Et les gens me disaient oui, mais t'es marrante, mais où est-ce qu'on trouve les informations? Et du coup voilà, là je vais continuer à faire vraiment des vidéos thématiques sur des points d'escrime, des choses qui vont servir aux écrivains. J'ai aussi, justement, en parlant d'imaginaire, toute une série de vidéos de présentation des genres de l'imaginaire. Donc, une vidéo sur la fantasy, la SF, le fantastique, le steampunk, et travailler aussi sur, finalement, des vidéos sur les clichés de ces genres-là et comment on peut y répondre. Et ça, c'était super intéressant, ce que j'ai fait un petit sondage via Twitter pour savoir un petit peu avec les gens, globalement, vous qui aimez les littératures de l'imaginaire, c'est quoi les clichés que vous entendez le plus souvent, et comment vous pensez qu'on peut répondre aux gens tout en restant poli et en essayant quand même de les reclaquer un petit peu. Donc voilà, ça c'est super intéressant, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que plus finalement, moi, la littérature de l'imaginaire, c'est principalement ce que je lis. Et plus je lis, plus j'explore, plus je me rends compte vraiment de la richesse de ces genres et de l'image très réductrice qu'on leur colle, et notamment en France où on a quand même un gros problème avec tout ce qui est imaginaire. Oui, je constate aussi ça. J'ai découvert dans des ateliers d'écriture, etc., notamment le genre fantastique qui peut avoir
qui peut être aussi un gros véhicule de clichés, mais qui est aussi finalement d'une profondeur, qui est une manière de parler avec une espèce de prisme déformant de l'humain et de tout un tas de dérives qu'on peut avoir. C'est exactement ça que j'aborde dans mes vidéos, et c'est vraiment, moi je me rends compte que les forces pour moi, de la force de l'imaginaire, c'est de pouvoir parler de sujets actuels, finalement sans trop avoir l'air d'y toucher. Et là ça m'a frappé, c'était vendredi soir avec mon mari, on s'est mis le film Candyman, parce que voilà, il y a la suite qui doit sortir, je me suis rendu compte que je l'avais jamais vu, je dis on va rattraper cette erreur, et c'est un film qui date de 1992, qui parle d'une espèce de croque-mitaine qui va tuer les gens avec un crochet si on dit 6 fois son nom dans le miroir. Ok, ça c'est l'histoire, l'histoire de base, mais en vrai, c'est un film qui aborde la question du racisme. Parce que on se rend compte que ça se passe dans les quartiers défavorisés de Chicago, donc on voit toute la misère sociale, on se rend compte qu'il y a des meurtres qui sont commis et que la police n'y va pas parce que finalement c'est que des noirs. Il y a vraiment tout un sous-texte qui interroge la société américaine, le racisme, et finalement je me dis que c'est des œuvres qui vont peut-être faire réfléchir des gens qui auraient pas forcément été voir un film qui allait parler de la condition des Afro-Américains. Tandis que là, finalement, on va parler d'une histoire fantastique avec une étudiante qui fait une thèse sur des légendes urbaines et qui va enquêter sur une légende urbaine. Et en vrai, ça va peut-être justement faire réfléchir sur les propres préjugés, le racisme de la société, etc. Et pour ça, moi, je trouve que les littératures de l'imaginaire, elles ont une très, très grande force. Ça m'évoque, ce que tu expliques sur le racisme, ça m'évoque la série Watchmen. Je sais pas si tu l'as vu. Alors, les Oui. films sont moins intéressants, mais la série, je crois que ça a fait prendre conscience, notamment, moi je l'ai découvert là, ce massacre de Tulsa, mais ça a fait prendre conscience même aux États-Unis de l'existence de ce massacre, et ça a fait beaucoup avancer la prise de conscience. Mais cette série, elle est dingue. Moi, j'avais vu le film que j'avais trouvé ok, j'avais lu les comics après que j'avais trouvé absolument géniaux, et la série, elle est absolument géniale d'un point de vue écriture des personnages, au niveau scénario, d'arriver comme ça à reprendre le comics, à reprendre l'esthétique du comics en le modernisant. Et moi, la même chose, j'ai découvert ce massacre de Tulsa, j'en avais absolument jamais entendu parler. Et moi, je m'étais dit, c'est qu'on est français, c'est quelque chose de typiquement américain. Et en fait, non, j'avais été très surprise de voir que finalement, la série avait fait que le grand public, entre guillemets, avait lui aussi un petit peu découvert ce massacre, qui est quand même... moi ça m'avait choqué au départ. Après avoir vu la série, j'avais fait mes recherches pour me dire mais c'est vraiment arrivé, et oui c'est vraiment arrivé. Oui, j'ai fait la même chose, j'étais choqué aussi, et les recherches, c'était un peu glaçant, mais oui. Donc voilà, il y a vraiment des choses dans l'imaginaire qui sont incroyables, et qui peuvent en plus faire un travail de profondeur, c'est-à-dire te suivre un petit peu et te hanter des mois, des semaines, des années après. C'est vraiment intéressant. Ouais, moi je trouve dans les œuvres qui m'ont les plus marqué, c'est des œuvres d'imaginaire, des choses qui m'ont suivi. J'ai relu il y a pas longtemps la trilogie de Philip Pullman, His Dark Material, que j'avais lu à sa sortie, j'avais une 15aine d'années, et en fait en le relisant, je me suis rendu compte de l'impact que cette série de romans avait eu sur moi. C'est que j'avais découvert à peu près en même temps que j'avais découvert Princesse Mononoke, et c'était pour moi les premiers contacts avec des rôles féminins forts. Et ma mère m'avait montré Alien aussi à peu près à la même époque, et en fait c'est aussi ça qui est chouette, c'est d'un point de vue féminin, en vrai, dans les cultures de l'imaginaire, quand on regarde un petit peu, il y a
pas mal de rôles féminins et de modèles où une petite fille ou une adolescente peut se reconnaître. Et moi, quand j'avais lu His Dark Material, c'était ah ouais, en fait, il y a des moments, elle est lâche, des moments, elle est courageuse, elle est débrouillarde, elle est menteuse. Il y a des moments où on dit oh mais non, là quand même, tu devrais avoir honte. Et enfin voilà, en même temps, elle suit sa voie, elle n'hésite pas à s'opposer à ses parents, à faire ce qu'elle estime qui est juste. Princesse Mononoke, c'est une jeune femme élevée par les loups qui va, pareil, essayer de défendre les valeurs de nature. En face d'elle, il y a Lady Eboshi qui, elle, essaie de finalement d'exister dans une société qui est extrêmement patriarcale et qui protège des femmes. De mémoire, elle récupère des anciennes prostituées qu'elle héberge et qu'elle fait travailler et qu'elle protège finalement de cette société qui les maltraite. Enfin, moi, c'est des rôles des personnages qui m'ont beaucoup influencé, et je pense que c'est aussi pour ça que finalement on dit ouais, l'imaginaire c'est pour les enfants. En fait, non. Non, moi j'ai tellement trouvé de choses dans l'imaginaire que j'y suis restée à l'âge adulte. Oui, mais c'est tellement profond et agréable que voilà, on est loin d'en avoir fait le tour. Mais écoute, je crois qu'on a bien traité de Ouais. à la fois toute ton actualité et puis de ta passion pour l'imaginaire. Donc je vais mettre tous les liens dans la description du podcast pour te suivre, pour aller voir ton site et puis ta chaîne YouTube et voir tout ce que tu fais. Je dirais merci infiniment pour ton temps, mais aussi merci pour tout ce que tu fais pour la communauté de l'imaginaire, parce que tu fais un travail colossal par tes écrits, par tes vidéos, par ton travail dans cette maison d'édition. Donc merci pour ça. Et puis Merci beaucoup. au plaisir de se croiser. Là on est à distance, mais au plaisir de se croiser un jour dans un salon. En salon, ce sera avec très grand plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. À très bientôt.